comprenez pas ce que je vous dis, si vous ne comprenez pas les questions, surtout vous n'hésitez pas, vous me demandez de les répéter. Oui, Monsieur le Président. Nous examinons aujourd'hui votre affaire. C'est une affaire de conduite sous substance illicite ayant entraîné la mort et des blessures graves sur autrui. Avant toute chose, est-ce que vous voulez bien décliner auprès du tribunal votre identité, votre date et lieu de naissance, ainsi que votre profession et votre domicile? Je m'appelle Olivier Leblanc. J'habite rue Gustave-Gatte à Saint-Nazaire. Je suis né le 7 février 1998 à Nantes et je suis informaticien. Je vous remercie. Asseyez-vous. Est-ce qu'à ce stade des débats, des personnes souhaitent se constituer partie civile? Oui, Monsieur le Président. Je souhaite me constituer partie civile et recevoir des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Bonjour madame, vous êtes? Nola Yuga. Très bien. Est-ce que vous êtes assistée d'un avocat? Oui. Alors vous pouvez rester assise là, à côté de votre avocat. Bonjour maître. Monsieur Leblanc, est-ce que vous pouvez revenir à la barre s'il vous plaît? Je crois que vous êtes assisté également d'un avocat. Oui. Bonjour maître. Bonjour. Vous assistez monsieur Leblanc. Voici les faits qui vous sont reprochés, monsieur, et pour lesquels vous comparissez aujourd'hui. Le vendredi 18 septembre 2021, aux environs de 16h30, vous avez causé un accident de la route. Vous avez doublé, dit le procureur, 2 voitures qui entamaient une manœuvre de tourne à gauche. La première voiture a été percutée sur sa gauche par votre véhicule. Le conducteur est décédé dans l'accident. La passagère, elle, a été blessée. Les blessures sur cette deuxième victime ont entraîné une incapacité temporaire de travail évaluée à 5 mois. Vous comparaissez pour cette infraction pénale avec une circonstance aggravante selon le procureur de la République, puisque les analyses permettent d'établir que vous auriez conduit sous l'effet de substances interdites au volant, à savoir de la cocaïne. Nous disposons bien sûr dans votre dossier d'un certificat de décès pour la première victime, d'un certificat médical pour la deuxième et de votre casier judiciaire, ces pièces qui sont bien sûr à la disposition de mes 2 assesseurs et de l'ensemble des parties, ainsi que Madame le procureur. Je dois d'abord vous informer de vos droits avant de vous interroger. Et je vous informe qu'à ce stade des débats, vous avez la possibilité soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui vous seront posées, ou soit de vous taire. Vous avez bien compris vos droits? Oui, Monsieur le Président. Alors je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez accepter de répondre. Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie. Ma première question, c'est de vous demander de nous raconter, selon vous, ce qui s'est passé ce vendredi 18 septembre 2021. Nous vous écoutons. Je me suis réveillé tard dans la matinée, car à cette époque, j'étais encore au chômage. Je n'ai rien fait de plus et j'attendais surtout la soirée de ce vendredi-là, car des copains devaient me passer en fin d'après-midi. Pour me mettre dans l'ambiance avant qu'ils arrivent, j'ai pris un raid de cocaïne sur le coup de 15 heures. Ça devait être mon dernier week-end avec la cocaïne, donc je voulais en profiter. Mais peu après, en me préparant, je me suis rendu compte que je n'avais plus de cocaïne, donc j'ai décidé d'appeler un dealer qui m'a donné rendez-vous à 16h30 dans le centre de Saint-Nazaire. Je ne conduisais jamais sous substance, mais là j'ai pris ce risque. Mes copains allaient arriver, il ne fallait pas que je traîne. Sur le chemin, j'ai voulu doubler des voitures, mais je n'ai pas vu qu'elles tournaient et on a eu un accident. Est-ce que, mesdames les assesseurs, vous avez des questions? Madame le procureur, avez-vous des questions? Non, Monsieur le Président. Mesdames les avocats, mesdames et messieurs les avocats, pardon, est-ce que vous avez des questions? Non, Monsieur. Monsieur Leblanc, de votre côté, est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce stade? Non. Alors je vous propose d'aller vous asseoir devant votre conseil, à côté de votre conseil plus exactement. Je vais vous entendre, Madame Huga.
ainsi que mes assesseurs, est-ce que vous voulez vous approcher à votre tour et nous décliner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre profession et votre domicile? Je m'appelle Nola Yuga, je suis née le 18 juillet 2003, je suis employée polyvalente au Drive du Super U de Saint-Nazaire et j'habite au 53 La Richarderie à Saint-Nazaire. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous connaissez des faits qui sont reprochés à Monsieur Leblanc? Dites-nous, nous vous écoutons. Vers 16h, je sortais du travail. Mon frère était venu me chercher. Il faisait beau, on parlait de notre journée de travail et de nos projets pour le week-end. Vers 16h30, nous étions presque arrivés. Mon frère avait mis son clignotant et avait commencé à tourner. Mais à ce moment-là, Monsieur Leblanc... Désolée, c'est compliqué à raconter pour moi. Allez-y, madame, je sais que c'est difficile. Monsieur Leblanc est arrivé à toute vitesse. Il a doublé une voiture qui était derrière nous et nous a malheureusement percutés. Nous avons été expulsés vers la droite et avons fait un tonneau jusqu'à tomber dans le fossé. Dans cet accident, mon frère a donc perdu la vie et j'ai été gravement blessée. J'ai aussi des séquelles de l'accident. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles blessures et quelles séquelles? Fêlure des cervicales et traumatisme crânien. J'ai souvent des maux de tête suite à l'accident. Est-ce que de manière un petit peu plus précise, vous pouvez revenir, si vous vous en souvenez, sur les minutes qui ont précédé l'accident? Est-ce que vous vous souvenez de la conduite de votre frère? Mon frère roulait tranquillement. Il était prudent en voiture. C'était quelqu'un de sérieux en général, que ce soit dans son travail, dans la vie ou en voiture. Il était très posé. On parlait de sa journée de travail, il avait mis son clignotant et avait commencé à tourner quand nous avons été percutés. Quel travail faisait votre frère, s'il vous plaît? Il était ouvrier boulanger depuis 2 ans. Il était aussi très investi dans son club de handball. Il jouait et coachait une équipe de jeunes le week-end. Merci. Et avant l'arrivée des pompiers, vous souvenez-vous de comment ça s'est passé pour vous? J'ai été très secouée. Et c'était un choc très violent. Et j'ai dû perdre connaissance quelques instants. Quand je suis revenue à moi, Madame Sullivan, la voisine de mes parents, était là. J'avais extrêmement mal. Je ne pouvais presque pas parler. Tandis que mon frère, lui, il était à côté de moi. Il ne bougeait pas et il ne parlait pas. Alors j'espérais seulement qu'il s'était évanoui. Mais quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit qu'il était malheureusement décédé. Et là, c'était terrible. Dans ces cas-là, tout s'écroule. Je me suis effondrée. Merci beaucoup, madame, pour ces éléments, ces éléments qui sont très, très importants pour le tribunal. Est-ce que vous avez une déclaration qui vous semblerait utile à nous s'adresser? Non, Monsieur le Président. Je vais vous proposer de vous asseoir à nouveau à côté de votre conseil. Madame l'huissier, est-ce que vous pouvez nous indiquer si le premier témoin est arrivé? Est-ce que le premier témoin peut s'avancer jusqu'à la barre, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre profession et votre domicile? Je m'appelle Alison Sullivan. J'ai 20 ans. Je suis née le 25 février 2003. Je suis coiffeuse et j'habite rue du Croisic à Saint-Nazaire. Très bien. Je vais vous demander de prêter serment. Est-ce que vous prêtez serment de dire rien que la vérité, toute la vérité? Vous allez lever la main droite et dites « je jure ». Je jure. Madame, vous êtes citée comme témoin. Le tribunal vous écoute. Nous vous écoutons. Ce vendredi 18 septembre 2021, je voulais rendre visite à ma mère qui habite la Richarderie à Saint-Nazaire. Je suivais une voiture que je connaissais car c'était celle du frère de Madame Yuga. Ils habitent dans le même quartier que ma mère. Ils avaient mis leur clignotant et moi aussi parce qu'on tournait au même endroit. À ce moment-là, une voiture a accéléré et nous a doublés. Les deux voitures se sont percutées. La voiture de Monsieur Yuga a fait un tonneau vers la droite. J'ai été voir si tout allait bien. Nola commençait à reprendre connaissance. Son frère était inconscient et il ne répondait pas. Oui.
J'ai été voir le conducteur de l'autre voiture. Il était très agité et il voulait m'aider. Donc je lui ai dit de rester sur le côté de la route, assis. Un endroit sécurisé. Oui. J'ai été chercher à ma voiture un gilet jaune et un triangle pour les accidents. J'ai essayé de rassurer tout le monde. J'ai appelé les pompiers. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Puis ils sont arrivés et j'ai tout dit en détail. D'accord. Est-ce que les membres du tribunal ont des questions à poser? Aucune des parties? Je vous remercie beaucoup, madame, de votre témoignage. Vous pouvez regagner la salle. Est-ce que le deuxième témoin est arrivé, madame l'huissier? Approchez. Approchez-vous, s'il vous plaît, madame. Bonjour. Bonjour. Je vais aussi vous demander de décliner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre profession et votre domicile. Je m'appelle Victoria Brochard, j'ai 28 ans, je suis née le 18 octobre 1996 à Marseille et j'habite 144 rue Pâquerette à Saint-Nazaire. Vous êtes citée comme témoin, madame, donc je vais également vous demander de prêter le serment des témoins. Madame, est-ce que vous prêtez le serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Madame, le tribunal vous écoute, nous vous écoutons. Nous sommes arrivés sur les lieux vers 17h, appelés d'urgence par mademoiselle Sullivan. Nous avons constaté le décès avec l'aide des pompiers présents. Oui. J'ai ensuite procédé à l'interrogatoire de monsieur Leblanc, qui semblait nerveux. Il avait du mal à rester tranquille. Monsieur Leblanc avait des propos incohérents. Il était stressé et agressif. Il avait les pupilles dilatées. Nous avons donc procédé à un test d'alcoolémie et à un test toxicologique. Le test d'alcoolémie s'est avéré négatif. Quant au test toxicologique, il s'est avéré positif. Les analyses de l'hôpital révéleront ensuite qu'il s'agissait de cocaïne. D'accord. Voilà qui est concis. Est-ce que les parties ont des questions? Le tribunal, les membres du tribunal ont des questions? Oui, monsieur le président. Je vous en prie, adressez-vous aux témoins en direct. Vous parlez de propos incohérents, pouvez-vous préciser? Il ne savait plus quel jour nous étions. Il a aussi eu énormément de difficultés à nous énumérer son adresse, ce qui a engendré un ralentissement des procédures. Il a aussi frôlé à plusieurs reprises l'outrage à agent. Il disait, je le cite, qu'il était dans la merde, que nous ne pouvions pas le comprendre, que c'était la dernière fois, promis. Que nous, les flics, on s'en foutait. Nous l'avons calmé, nous lui avons dit de rester correct et de ne pas aggraver son cas. Il s'est calmé, puis s'est ensuite montré coopérant. Merci beaucoup, madame. Pas d'autres questions, témoins? Nous pouvons le laisser regagner la salle. Regagnez la salle si vous voulez, madame. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et nous avons un troisième témoin dans cette affaire, je crois, madame l'huissier. Est-ce que le troisième témoin peut venir à la barre? Bonjour, madame. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Vous connaissez la procédure. Est-ce que vous pouvez décliner votre nom, prénom, date de naissance, profession et domicile? Je suis Adrien Leblanc. Je suis né le 18 juin 1991. J'habite à la Bricaudière, à Saint-André-des-Eaux. Je suis chef de chantier à l'entreprise Eiffage. Vous êtes cité comme témoin dans cette affaire. Vous allez donc prêter serment. Monsieur, est-ce que vous prêtez serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous connaissez donc le prévenu? Oui, je suis son grand frère. Alors, pouvez-vous nous parler de son parcours et des faits, de tout élément qui pourrait nous servir à mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire? Mon frère a commencé à prendre de la drogue en 2014. Oui. Il avait 16 ans et était en seconde au lycée à Saint-Nazaire. D'accord. Moi, à ce moment-là, j'étais étudiant à Nantes et je ne rentrais pas tous les week-ends, environ 2 fois par mois.
Je le voyais très peu. On avait perdu notre père au début de cette année-là, D'accord. en hiver 2014. Un week-end, je suis rentré chez ma mère et elle m'a dit que mon frère avait des problèmes avec le lycée à cause de la drogue. Je me suis renseigné auprès du lycée dès le lundi. Il avait été absent plusieurs après-midi et ses notes étaient en baisse. Je ne lui ai pas laissé le choix. Quelques jours après, c'était les vacances. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai éloigné de ses mauvaises fréquentations et avec ma mère, on a décidé de l'inscrire dans un nouveau lycée. Ça allait mieux pour lui, donc ensuite j'ai repris ma vie. Mais on a gardé de bonnes relations. Il n'avait plus été question de drogue, jusqu'à ce que j'apprenne que mon frère s'était fait virer de son travail. D'accord. Il me parlait de ses collègues de boulot avec qui il consommait le week-end. Du coup, on a discuté. Je lui ai conseillé d'arrêter ça, de consulter un médecin. C'est compliqué entre frères. Je ne voulais pas non plus me prendre la tête avec lui. Mais voyant qu'il ne réagissait pas, on l'a obligé à prendre rendez-vous. Il avait rendez-vous quelques jours après l'accident. Merci monsieur, c'est un témoignage effectivement assez important. Mesdames les assesseurs, est-ce que vous avez des questions à nouveau à ce stade? Oui, Monsieur le Président. Je vous en prie. Quelle réaction avait votre frère lorsque vous lui demandiez de s'en prendre en main face à ces problèmes d'addiction? Le plus souvent, il évitait le sujet. Il me disait de laisser tomber, de m'occuper de moi et de ma famille. De le laisser tranquille. On se prenait quand même la tête. Je lui disais qu'il avait tout pour bien faire. Un boulot, un appartement et tout. Que s'il continuait comme ça, il allait finir à la rue. Il me répondait qu'il n'était pas accro, qu'il gérait et qu'il allait arrêter. Merci. D'autres questions du tribunal? Oui, Monsieur le Président. Avez-vous connaissance d'événements en particulier qui auraient pu le conduire à se diriger vers la drogue? À part la mort de notre père quand il était ado, non, pas vraiment. On ne parlait pas beaucoup de nos émotions et de nos problèmes. Je pense aussi que ce sont ces mauvaises fréquentations qui l'ont amené à prendre de la drogue. Ce n'est pas un drogué. Nous ne sommes pas une famille de drogués. Personne n'en consomme dans notre entourage. Mais bon, pour s'amuser en soirée, fait comme tout le monde, il est tombé dans le piège. C'est tout. Il est en train de s'en sortir. Ça lui a vraiment servi de leçon. D'autres questions aux témoins? Non, Monsieur le Président. Monsieur, vous pouvez regagner la salle et vous asseoir si vous souhaitez quitter le tribunal comme il vous plaira. Je crois que nous avons une experte, Madame l'huissier, maintenant. Je demande à Madame l'experte d'approcher. Je ne me trompe pas, c'est bien une experte. Est-ce que vous pouvez, Madame, décliner votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre profession et votre domicile? Je suis Marine Guiraud, née le 28 avril 1986 à Nantes. Je suis médecin urgentiste au CHU de Nantes et j'ai assuré le suivi médical de Madame Yoga depuis son accident. Vous devez également prêter serment dans ce tribunal. Est-ce que vous jurez et promettez d'apporter votre concours à la justice, en votre honneur et en votre conscience? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Alors nous écoutons votre rapport, Madame. Le vendredi 18 septembre 2021, quand j'ai reçu Madame Yoga au CHU de Nantes, elle avait un traumatisme crânien et une légère fracture au niveau des cervicales. Nous avons donc opté pour une immobilisation totale dans un corselet Minerve pour 3 mois et un repos strict de 15 jours. Après 3 mois de Minerve, j'ai ordonné 2 mois sans port de charge lourde, ce qui a alors prolongé son arrêt de travail. Par ailleurs, après son accident et la mort de son frère, elle a souffert et souffre encore d'un trouble post-traumatique. Les 3 grands symptômes d'un trouble post-traumatique sont un sentiment de peur intense, d'insécurité, des flashbacks et enfin des pensées qui s'imposent à l'esprit et deviennent incontrôlables. Même si son accident date d'il y a déjà 3 ans, Madame Yoga souffre toujours de ses séquelles et les subira peut-être encore des années, voire même le reste de sa vie. Est-ce que l'avocat du prévenu a une question? Non, Monsieur le Président. Je vous en prie.
Les migraines sont-elles des effets fréquents après de tels traumatismes? Eh bien, cela est un effet parfois constaté suite à des accidents. Dans la mesure où la patiente n'était pas sujette aux migraines avant, on peut supposer que la cause de ces migraines est effectivement un choc de l'accident. Le traumatisme crânien s'est résorbé, son scanner et la fracture s'est réparée. Néanmoins, cette région est tellement sensible qu'un choc violent comme celui-ci peut engendrer des effets secondaires, comme les migraines, je ne veux pas l'exclure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur le Président. Madame, pouvez-vous nous dire comment la perte du frère de la victime impacte sa vie quotidienne? Y a-t-il eu d'autres arrêts de travail depuis? Madame Yoga a été fragilisée suite à son accident et la mort de son frère. Elle a traversé quelques épisodes dépressifs ces 3 dernières années qui l'empêchaient même parfois d'aller au travail. Je note 2 arrêts supplémentaires de 15 jours en décembre 2022 et en juin 2023. Merci. Pas d'autres questions? Nous pouvons libérer Madame l'experte. Nous vous remercions beaucoup de votre présence qui éclaire bien sûr le tribunal. Merci Madame. Monsieur Leblanc, est-ce que vous voulez approcher à nouveau de la barre, s'il vous plaît? Merci. Je vais à nouveau vous poser quelques questions afin de nous expliquer les circonstances de cet accident. D'après les pièces de procédure, les pièces du dossier dont dispose le tribunal et les parties, je constate que c'est la première fois que vous avez affaire à la justice et ses actes. Oui, Monsieur le Président. Néanmoins, les faits sont graves, puisque dans cette affaire, une personne a perdu la vie et une autre a été très grièvement blessée. On vient de nous en parler. Cette dernière semble avoir des séquelles de l'accident dont vous êtes à l'origine, que vous avez provoqué. Cet accident de la route semble avoir été provoqué alors que vous aviez consommé des substances illicites, en l'occurrence de la cocaïne. Monsieur Leblanc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a conduit à consommer de la drogue dans ce contexte et ces circonstances? J'ai commencé au lycée à prendre du cannabis avec des amis qui m'en proposaient. J'étais vraiment mal durant la période lycée avec la mort de mon père. Ce n'était pas évident. J'étais jeune et ça m'a vraiment cassé. Les copains m'aidaient à tenir le coup. Le cannabis me permettait d'oublier aussi, mais j'ai vite arrêté. Ça avait tendance à me déprimer encore plus. J'en ai jamais acheté. Je consommais seulement quand on m'en proposait. Après le bac, pendant mon BTS informatique, j'ai vraiment apprécié les études. J'étais dans mon domaine. Ça me passionnait. Je n'ai pas retouché à la drogue, à part à l'alcool dans quelques soirées. C'est dans l'entreprise Circe que j'ai été en contact avec la cocaïne. Un collègue de boulot avec qui je m'entendais bien m'a invité à une soirée, un week-end avec ses amis. Ils m'ont fait tester. C'est vrai que je me lâchais un peu plus en soirée et que je m'amusais mieux. Ça me permettait de sortir de ma timidité et je ne badais pas avec ces drogues. À part les jours suivants où j'avais un peu le cafard et où j'étais pas mal fatigué, au fur et à mesure des semaines, j'ai fini par en acheter pour le week-end. Et est-ce que cette consommation de drogue a eu des répercussions sur votre vie avant l'accident qui nous occupe aujourd'hui? Oui. Je me suis fait renvoyer de mon ancien travail à cause d'absences répétées et parce qu'ils en ont trouvé dans mon casier. Ah oui? Vous en preniez quotidiennement? Non, franchement non. C'était surtout le week-end lors de soirées avec des copains, mais j'avais du mal à récupérer les jours suivants et mon patron a fini par me convoquer. Comme j'en avais dans mes affaires, il m'a renvoyé. Mais depuis combien de temps, Monsieur Leblanc, est-il au chômage Depuis lorsque mars. vous avez eu cet accident le 18 septembre 2021? Depuis mars 2021. Et depuis que vous êtes informaticien, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est ça? Oui, je travaille dans une petite entreprise d'informatique de Saint-Nazaire depuis janvier 2023. D'accord. Et ce jour-là, avant de prendre la route, vous aviez donc consommé de la cocaïne? Oui, je devais rejoindre des copains et je me suis rendu compte que je n'avais pas de cocaïne. J'ai donc décidé d'aller dans le centre de Saint-Nazaire pour en trouver avant de partir en soirée le vendredi soir. Vous aviez coutume de conduire sous vos substances? Non, franchement non. Je ne conduisais pas quand j'en prenais. Et comme c'était mon dernier week-end avant que j'aille chez les médecins, la tentation a été plus forte. J'ai fait le choix de conduire pour aller en acheter une dernière fois.
tribunal entend ce que vous nous dites et appréciera. À ce stade de la discussion, les parties ont-elles des questions? Oui, Monsieur le Président. Je vous en prie. Vous nous dites qu'en septembre 2021, vous étiez au chômage depuis mars 2021. Est-ce exact? Oui, Comment faisiez-vous pour financer la drogue? C'est une substance qui coûte cher, surtout en période de chômage. je me débrouillais, je me privais sur d'autres choses. J'ai aussi emprunté de l'argent à droite à gauche, mais je sentais bien que ce n'était plus tenable. J'avais du mal à payer mes factures. C'est pour ça que je m'apprêtais à arrêter. Merci. D'autres questions? Les parties ont-elles d'autres questions? Oui, je vous en prie, maître. Votre frère, vous vous souvenez, vous incitez à aller voir un médecin. Que lui répondiez-vous? Est-ce que vous pouvez regarder le tribunal quand vous répondez à la question, s'il vous plaît? J'acceptais son aide. J'avais pris rendez-vous le 22 septembre 2021. Comme je vous le dis, le week-end de l'accident devait être mon dernier week-end avec la cocaïne. C'était une grosse erreur, je le reconnais. Depuis, je me soigne et cela fait 2 ans que je n'ai pas retouché à la drogue. Abordons maintenant l'accident en lui-même. Vous avez déclaré aux gendarmes, Monsieur Leblanc, avoir vu les voitures ralentir, mais pas leur clignotant gauche. C'est bien cela? Oui, Alors comment expliquez-vous que vous n'ayez pas vu le clignotant, alors que le témoin, lui, affirme qu'elle avait mis le sien et que la voiture devant l'avait également? je n'ai pas fait attention, c'est vrai. Je n'étais pas lucide et un peu speed avec la drogue. Et après avoir retrouvé vos esprits, est-ce que vous considérez que vous avez collaboré avec les secours? Oui, je demandais des nouvelles des victimes. J'ai tout de suite compris que j'avais fait quelque chose de grave. C'est vrai que j'ai mal parlé au départ aux gendarmes, mais c'est que je paniquais. Je voulais aider et j'ai coopéré avec eux ensuite. Très bien, de ces précisions. Est-ce que les uns et les autres avaient des questions à ce stade, Madame le procureur, Mesdames et Messieurs les avocats? Non, Monsieur le Président. Est-ce que les parties souhaitent que d'autres pièces du dossier soient examinées avant la clôture des débats? Monsieur Leblanc, est-ce que vous avez des observations, des demandes particulières? Non, Monsieur le Président. Les parties n'ont plus de demandes à formuler de manière spécifique? Non, Monsieur le Président. Alors, nous pouvons considérer que l'instruction d'affaires est terminée. Nous allons donner la parole aux avocats. La parole est d'abord à la partie civile pour sa plaidoirie. Maître, vous avez la parole, Monsieur Leblanc, vous voulez vous rasseoir. La parole est à l'avocat de la partie civile. Nous vous écoutons, maître. Mesdames et messieurs, ce vendredi 18 septembre 2021, Monsieur Leblanc conduisait sous l'emprise de stupéfiants lorsqu'il a causé ce grave accident dans lequel le frère de ma cliente a perdu la vie. Il a même avoué qu'il se rendait chez son dealer pour aller chercher de la drogue. Un drogué en manque, un irresponsable qui conduit vite en ayant consommé une substance illicite. Voilà l'homme qui a tué Monsieur Hugo Yuga. Monsieur Hugo Yuga était un jeune homme de 20 ans qui ramenait sa sœur chez elle après une journée de travail. Monsieur Hugo Yuga était un boulanger honnête et intégré qui s'investissait dans son travail et la vie associative locale. Il avait la vie devant lui avant ce tragique accident. Imaginez la douleur de ses parents. Imaginez la tristesse de ses amis. Imaginez le traumatisme de sa sœur. En effet, Madame Nola Luga est bien la deuxième victime de cet accident. Le vendredi après-midi, ma cliente et son frère roulent tranquillement, échangent sur leur journée de travail et leur projet de week-end. Ils sont alors violemment percutés. Leur voiture fait un tonneau. Après le choc de l'accident, Madame Nola Yuga reprend péniblement connaissance. À l'arrivée de secours, dans la lumière des gyrophares et le bruit des pompiers qui s'animent autour d'elle,
elle apprend la terrible nouvelle. Le décès d'un frère. Depuis, elle se remet tant bien que mal de ses blessures et garde des séquelles physiques. Des douleurs cervicales et des maux de tête qui reviennent régulièrement. Les séquelles psychologiques demeureront toujours. Le traumatisme de l'accident est ancré dans sa mémoire et on ne se remet jamais vraiment de la perte d'un proche. Aujourd'hui, elle voudrait revenir en arrière, retrouver son frère, lui dire de ne pas venir la chercher à son travail. Mais la vie ne le permet pas. Comment va-t-elle vivre avec ces traumatismes toute sa vie? C'est trop tard. C'est trop tard parce que Monsieur Leblanc, ce jour-là, a pris la décision de consommer de la cocaïne et de prendre sa voiture. Celui-ci peut bien continuer sa vie et essayer de se racheter. Il n'en demeure pas moins pour la famille Yuga. Je le répète, c'est trop tard. La seule réparation possible est que Monsieur Leblanc soit reconnu coupable et condamné à une peine à la hauteur de la perte et du traumatisme subi. Monsieur Leblanc doit payer pour son acte. Je demanderai à la Cour de prononcer une peine exemplaire, même si cela ne lui rendra ni son frère, ni sa pleine santé. Merci de m'avoir écouté. Le tribunal vous remercie, maître, pour votre plaidoirie. Madame la procureure, vous avez désormais la parole pour vos réquisitions. Le tribunal vous écoute. Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, nous sommes ici pour une affaire d'homicide involontaire. Une personne est morte et une autre a été grièvement blessée. Monsieur Leblanc a conduit sous l'effet de substances illicites en toute connaissance de cause. Il a tué Monsieur Yuga et blessé sa sœur. Ce jour-là, Monsieur Leblanc a également mis en danger toutes les personnes qu'il a rencontrées avec sa voiture. Rappelons ici quelques statistiques. En France, en 2022, 3550 personnes sont décédées à la suite d'un accident de voiture. 700 personnes ont été tuées dans un accident de voiture impliquant un conducteur ayant consommé des stupéfiants, soit 20% des accidents mortels. Un accident sur 5. La cocaïne suscite une conduite agressive liée à des erreurs d'attention ou des jugements pouvant aller jusqu'à la perte de contrôle du véhicule. Beaucoup de préventions sont faites à l'école, au travail, sur les panneaux routiers, à la télévision. Faut-il attendre que chacun soit confronté directement à un accident tragique pour engendrer une réelle prise de conscience? La société est en droit de répondre par la négative à cette question. Chacun doit être en mesure de prendre ses responsabilités sur la prise de stupéfiants et en matière de sécurité routière. Monsieur Leblanc connaissait l'illégalité de son acte. Il savait que la drogue est interdite sur le territoire français. Conduire sous l'effet d'une drogue est une circonstance aggravante. En l'espèce, l'article 221-6.1 du Code pénal prévoit pour un homicide involontaire commis par un conducteur jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. En cas de circonstance aggravante, comme c'est ici le cas, l'accusé peut écoper jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Au regard de la situation et des mesures prises par M. Leblanc pour sa réinsertion, je requiers, au nom de la société, une peine de 2 ans d'emprisonnement intégralement assortie à du sursis probatoire, une obligation de soins et une interdiction de repasser son permis de conduire dans un délai de 2 ans. De plus, je demande que l'accusé soit condamné à une peine de 40 000 € et à intégralement indemniser la victime. Telles sont les réquisitions du ministère dans cette affaire. Merci. Merci pour vos réquisitions, madame le procureur. Maître, la parole est à la défense. Monsieur Leblanc, nous écoutons. Mesdames, Messieurs, le vendredi 18 septembre 2021, sous l'emprise de substances illicites, Monsieur Leblanc a involontairement causé un dramatique accident de la route. Mon client reconnaît les faits et toutes les preuves sont contre lui. Il ne nous reste désormais qu'à analyser les raisons d'un tel basculement, non pas pour excuser, mais pour comprendre. Monsieur Leblanc est entré en contact avec la drogue durant un épisode dépressif faisant suite à la mort de son père lorsqu'il était lycéen. On ne peut le nier, cet événement a contribué à fragiliser Monsieur Leblanc qui a ensuite fait de mauvais choix.
Qu'il s'agisse de ses consommations de cannabis au lycée ou ses consommations de cocaïne ensuite, j'ajoute aussi que celles-ci ont toujours été influencées par de mauvaises fréquentations. Dans les deux cas, c'est toujours par besoin d'appartenance au groupe, et par souci de conformité au groupe que M. Leblanc entre en contact avec ces produits. On connaît par les diverses expériences sociales le poids déterminant du groupe et du contexte sur nos choix individuels. Même si chacun est responsable de ses actes, on ne peut nier la part que les fréquentations de M. Leblanc ont joué dans sa rencontre avec les substances illicites. Malgré tout, M. Leblanc avait pris conscience, avec l'aide de son frère, qu'il fallait arrêter rapidement cette dangereuse addiction. Le rendez-vous médical qui était fixé une semaine après en atteste. Il prouve qu'un changement était en train de s'opérer chez mon client. Depuis 2 ans, les faits vont également dans ce sens. Il s'est repris en main, a entamé une cure de désintoxication et est désormais sevré. Bien sûr, tout cela arrive après un drame. Tout cela arrive trop tard. Mais cela témoigne aussi de la capacité de M. Leblanc à réagir, à prendre de ses responsabilités. Je rappelle qu'il n'avait jamais eu affaire à la justice auparavant, qu'il ne conduisait pas sous substance habituellement. Il semble clair que nous avons affaire à un jeune homme fragilisé, certes, mais en mesure d'intégrer les règles de la société. Ce vendredi 18 septembre 2021, il franchit la limite. Il fait le mauvais choix et provoque un drame. Les drames n'arrivent pas qu'aux autres. Car une seule fois a suffi pour que M. Leblanc en fasse tragiquement l'expérience. Parfois, à 23 ans, on manque de maturité, on manque de recul. N'est-ce pas le talon d'Achille de la jeunesse ? La responsabilité individuelle est au fondement de notre société et de la justice. M. Leblanc assume ses mauvais choix et se reconnaît responsable de l'accident. Il s'excuse auprès des victimes et fait part de sa culpabilité. Car pas un jour sans regret, pas un jour sans penser à cette fin d'après-midi du 18 septembre 2021. Il a retrouvé un emploi depuis 1 an et avance au mieux sur le chemin de la reconstruction. Ces éléments constituent l'épreuve de sa bonne foi. Je demande au tribunal de ne pas précipiter la chute d'un jeune homme qui cherche à se relever. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. Le tribunal vous remercie pour cette plaidoirie. Monsieur Leblanc, la loi me fait obligation de vous proposer de prendre la parole. Avancez-vous à la barre. Vous avez le droit de rajouter quelque chose pour votre défense. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ? Oui, Monsieur le Président. Vous écoutons. Je suis désolé pour tout cela. J'essaye de m'en sortir en ce moment. Je ne consomme plus depuis 2 ans. J'aimerais réparer, mais ce n'est pas possible. Je culpabilise sincèrement et m'excuse à nouveau auprès de la victime et de la famille. Vous allez pouvoir vous rasseoir, monsieur. Je déclare les débats terminés. Le tribunal va se retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Je vous demande de vous lever. Monsieur Leblanc, revenez à la barre, s'il vous plaît. Le tribunal est très conscient de la gravité des actes qui vous sont reprochés et des conséquences qu'ils ont posées. Il a également pris en compte l'ensemble des éléments qui semblent
vous orienter vers d'autres dispositions. C'est pourquoi, après en avoir délibéré, ensemble, collégialement, le tribunal, Monsieur Leblanc, a décidé de vous déclarer coupable de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés. En répression, le tribunal a décidé de vous condamner à la peine d'1 an d'emprisonnement. Le tribunal dit que cette peine sera intégralement assortie d'un sursis probatoire pendant 2 années, avec obligation de soins, obligation d'indemniser les victimes. Le tribunal, à titre de peine complémentaire, décide de vous interdire de repasser le permis de conduire pendant un délai de 2 ans. Et le tribunal également vous condamne à une amende qu'il fixe à 40 000 €. Sur le plan civil, la constitution de partie civile est jugée recevable. Vous êtes déclaré entièrement et seul responsable de l'ensemble des dommages causés à la victime, et donc vous êtes condamné à régler, en raison du préjudice qu'a subi la victime, à Madame Huygard, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions civiles. Je vous rappelle, Monsieur Leblanc, que vous bénéficiez d'un délai de 10 jours pour interjeter éventuellement appel de la présente décision. Passé ce délai, vous n'y seriez plus recevable. Vous avez bien compris vos droits? Oui, Monsieur le Président. L'audience est levée. Alors je suis Thomas Rochereau, je suis enseignant d'EPS au collège Camille Lepage de Varade et je suis aussi référent Cordée de la réussite, c'est-à-dire que je m'occupe du dispositif Cordée de la réussite qui est un dispositif facultatif, c'est-à-dire c'est sur la base du volontariat pour les jeunes. C'est tous des volontaires qui ont fait le procès aujourd'hui, étaient tous volontaires pour participer. Nous on essaie de tendre des perches, c'est-à-dire on propose le dispositif aux élèves qui ont tout à fait le droit de le refuser et de ne pas s'engager. Et puis certains viennent nous voir en disant j'ai entendu parler du projet, ça m'intéresse. Et dans ces cas-là, on constitue une équipe et on part pour un projet. Moi j'ai été contacté par l'association Oston Futur, donc c'était en avril 2023, par le biais d'un mail qu'au départ j'avais pas forcément trop pris en compte. Et puis en lisant bien, je me disais que cette idée de procès fictif était quand même intéressante pour les élèves, pouvait être une bonne opportunité. Donc j'ai appelé Madame Uruguayen, on s'est vu, elle m'a demandé de venir à la première restitution organisée par le lycée Michelet de Nantes. J'avais rencontré les enseignants qui portaient le projet, et les élèves aussi qui avaient participé à ce projet-là. Et je m'étais dit, voilà, ça peut être intéressant de mettre en œuvre chez nous à Varade. On a démarré le temps de constituer l'équipe fin septembre. On a rencontré donc un avocat qui est aussi, je crois, un des membres de l'association. Donc Monsieur Poquet vient en tant qu'avocat nous présenter son métier, la justice, comment ça fonctionne, les raisons de la mise en place de ces procès fictifs. Et puis nous, derrière, on commence la rédaction d'un procès fictif, donc avec les collègues profs documentalistes, on essaie de rassembler des faits divers, de leur montrer le type d'affaires qui sont traitées en correctionnel. Les élèves donc ont choisi l'affaire, sont répartis les rôles. Entre-temps, on était venu en novembre-décembre, je crois, visiter le tribunal pour que ça devienne concret, donc visiter les salles, rencontrer aussi encore une fois des gens qui gèrent l'institution. Et puis fin décembre, juste avant les vacances, le texte était fait. Je leur dis écoutez, on commence à apprendre. Et puis en janvier, on a eu un atelier théâtre avec un collègue du lycée voisin qui nous a dit pas de souci, je viens vous faire un petit atelier de théâtre, Monsieur J, que je salue au passage, et qui nous a bien aidé pour tout ce qui concerne l'adresse, l'éloquence, le travail de l'oralité. Donc voilà, vraiment un plus aussi d'avoir des coups de main. Les collègues de français qui avaient participé en amont, pareil, pour l'écriture, sont venus aider les élèves à travailler l'oral et la réalisation du procès. Et puis nous voilà le 9 février, c'est la restitution, et c'est assez émouvant et vraiment impressionnant de voir ce qu'ont pu faire les élèves dans le temps qui était imparti, c'est-à-dire une heure par semaine. C'est un projet très intéressant. Voilà.
Donc merci encore à Nabila et à toute l'association Osmond Futur parce que c'est vraiment une belle perche qui est tendue pour les jeunes, pour les établissements scolaires. Oui, bien ça a été donc on a été guidé par Léo, j'ai perdu le nom, mais voilà, qui fait partie de l'école d'architecture et qui nous a expliqué du coup pourquoi le tribunal était constitué de cette manière-là. Voilà, historiquement aussi les symboles de la justice, comment ils sont représentés, pourquoi ces symboles sont ceux-là en fait. Donc on a pu reprendre avec lui qui représente et tout ce qui incarne la justice dans un tribunal. Eh bien, comme je vous ai dit, donc là, ma collègue prof documentaliste vous avait mis des faits divers donc, qui étaient jugés en correctionnel. Et puis, c'est les élèves qui ont choisi le thème de la cocaïne. Un peu pas contre eux. Enfin, je pensais pas qu'ils allaient partir là-dessus, mais effectivement, c'est pas un sujet qu'ils connaissent bien. Mais ils ont dit, bah ouais, parler de ces histoires de drogue, de conduite sous substance, ça nous intéresse. Nous, on se posait la question aussi de mettre un décès dans cette affaire et les élèves ont dit bah si ça nous paraît quand même important et on va dire réel de mettre ça en jeu donc on est parti sur l'écriture à partir de là, c'est-à-dire les élèves ont choisi leur rôle, écrivaient une partie de leur rôle, nous on reprenait, les collègues de français et moi on pouvait reprendre pour que ça rentre dans la trame et que le langage soit adapté, donc, notamment pour les plaidoiries d'avocats ou de procureurs où c'est un niveau de langage un peu particulier, on a fait quelques reprises, mais sinon voilà, l'idée c'était que les élèves écrivent leurs textes et qu'on soit juste là pour accompagner ce travail-là. Je m'appelle Antonin, donc je suis en 3e et je suis l'avocat de la victime, la partie civile. Moi déjà, je m'appelle Lucie Perrier et mon rôle dans le procès a été la partie civile. J'étais la victime dans le procès. Et moi je suis Magda Elino, je suis experte. Il faut que je mette toutes les preuves de mon côté pour que lui soit condamné à une peine exemplaire. Et moi du coup comme je le disais, je suis experte et en fait je suis la médecin urgentiste qu'il a reçu au moment de son accident. Et du coup je l'ai un peu soignée et du coup j'explique si elle a eu, si elle pouvait pas aller au travail ou si elle a eu des troubles, du coup post-traumatiques comme j'ai expliqué dans le procès. Très stressante. Bon. Aussi de la découverte, un peu créative. Je sais pas comment dire. On dirait pas au début, on a tous les textes, on se dit ça va passer vite et tout. Ça passe très vite, mais ça a été très compliqué. Parce que déjà, j'ai trouvé que c'était dès le début une bonne idée, etc. Mais j'ai bien aimé faire ce procès parce que c'était drôle. Ça a été des moments de rire, de pleurs, de joie. Je veux devenir avocate, du coup, j'aime bien. J'ai fait 3 ans de théâtre quand j'étais plus petite, du coup, quand j'ai fait mes 3 ans de théâtre, j'avais pas beaucoup pu faire de spectacle, du coup je suis contente parce que je peux bien parler et j'aime bien parler. En plus j'étais avec mes amis, on est allé du coup 2 fois à Nantes, c'était bien, ça fait vraiment une expérience, ça sort un peu de l'école, quoi, c'est bien, ça me fait découvrir plein de choses. Potentiellement, j'ai déjà un avenir tout tracé. Je vais faire prof d'histoire. Pas pour moi. Moi, je sais déjà ce que je voudrais faire plus tard. Et c'est vrai que ce que je veux faire plus tard, ça me passionne plus que le procès qu'on a fait aujourd'hui. Et ça m'a vraiment beaucoup plu quand même. Et moi, du coup, déjà, je voulais être avocate. Et du coup, ça l'a encore plus renforcé cette envie d'être avocate. Moi, je pense que c'est parce que j'aime bien un peu défendre les gens. C'est un métier où tu parles beaucoup. Et je sais pas, j'aime bien. Je m'épanouis. J'aime bien. Je sais pas le dire. Ouais, parce que c'est celui qui a un peu une grosse part du procès. On lui accorde la parole. Il a beaucoup de choses à dire aussi. Et c'est très compliqué de à la fois être dans le rôle, par aussi bien dire les choses, qui a demandé beaucoup d'efforts. Je crois que mon texte il a changé 3 fois en tout, donc beaucoup de changements. Je pense procureur ou avocat. Peut-être juge aussi, parce
suite de la vie de quelqu'un, c'est un peu compliqué. C'est horrible. Surtout là, en l'occurrence, on a attendu, enfin, c'est peut-être pas comme ça dans les vrais procès, je crois pas trop, mais là, ils se sont absentés dans la salle pendant à peine quelques minutes. Donc ils ont décidé en quelques minutes de la suite de la vie de plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment une grosse responsabilité. Oui, extrêmement heureuse. Ah oui, j'en suis très content du résultat.